Bonjour à tous. La technique en finale est un aspect largement négligé par la plupart des joueurs, mais dès qu'on le travaille sérieusement, on progresse pour de bon. J'ai commencé à traiter de ce sujet dans une playlist consacrée au final, je vous ai mis le lien en haut à droite. Aujourd'hui, je vais m'intéresser à une finale typique que tout joueur d'échecs se doit de connaître s'il veut évaluer correctement une position, faire les bons choix durant ses parties et appliquer les bonnes techniques. Quand c'est possible, j'aime bien utiliser des exemples inédits, j'ai donc choisi la fin d'une partie que j'ai jouée au tournoi du Mans en 2017. L'analyse du milieu de jeu a été publiée dans une autre vidéo dans laquelle j'explique comment mettre en place un plan à long terme basé sur un déséquilibre entre pièces mineures. Le lien s'affiche là aussi en haut à droite. Le déséquilibre entre pièces mineures s'est prolongé jusque dans la finale. Les noirs ont un cavalier, alors que les blancs ont un fou. Il est très important de bien décortiquer la position pour déterminer qui est mieux. À qui profite ce déséquilibre? Un coup d'œil suffit pour constater que le fou blanc est limité par ses propres pions, le pion H3, mais surtout les deux pions centraux, E4 et D5, qui verrouillent le centre. En lien avec ces pions sur case blanche, les blancs ont des cases noires faibles, et le cavalier des noirs en a profité pour s'incruster définitivement en C5. C'est une case forte, car aucun pion n'est en mesure d'en reprendre le contrôle et de chasser la pièce. Le coup B4 serait bien sûr idéal pour les blancs, mais il est impossible à cause de la prise en passant. La présence d'un pion en A4 est donc déterminante, c'est grâce à lui que le cavalier est indéboulonnable en C5. Depuis cette case, il met une petite pression sur E4, ce qui interdit au fou de partir trop loin. Dans certains cas, il pourrait aussi avoir accès à la case D3 et s'installer ainsi en plein cœur du territoire blanc. Le cavalier est donc supérieur au fou dans ce cas de figure. Regardons maintenant l'activité des tours. La tour noire exerce une pression sur B2, pion qui est définitivement fixé par le cavalier et surtout par le pion A4. La tour C2 est donc condamnée à rester sur la deuxième rangée pour protéger B2. Cependant, tout comme son homologue en B8, elle contrôle une colonne semi-ouverte, la colonne C. Certes, le cavalier ferme cette colonne, mais s'il s'en va, le pion C7 tombe. Les noirs sont donc mieux parce que leurs pièces sont nettement plus actives que les pièces blanches, mais il va falloir être patient pour réaliser l'avantage. On doit en particulier résister à la tentation tactique qui nous pousserait à jouer avec fougue tour prend B2. D'accord, on gagne bien un pion puisqu'après tour prend B2, on récupère la tour au moyen de la fourchette cavalier D3 échec. Mais après roi E3, cavalier prend B2, le fou blanc aurait une occasion inespérée de dominer subitement le cavalier qui était si fier il y a encore quelques coups en venant en F1. Le canasson est enfermé. Le roi menace de le cueillir en venant en C2, et un coup comme cavalier D1 échec n'est d'aucun secours après roi D2, cavalier F2 et fou G2. Le prochain coup des blancs, ça va être roi E2 et ils vont gagner la pièce. On a ruiné une belle finale avec les noirs en rentrant dans une petite combinaison de bas étage. Tout ça pour gagner un pion qui était empoisonné. Je ne reviendrai pas dans les différentes variantes sur la possibilité de prendre en B2, car à chaque fois, ce sera le même problème. Comme souvent en finale, il faut donc absolument éviter de se précipiter et on doit au contraire maintenir la pression en améliorant peu à peu notre position. Pour y parvenir, mieux vaut garder les tours. Étant donné que la nôtre est plus active que la tour blanche, eh bien l'échanger soulagerait la défense. Retenez ce principe d'ailleurs. Le camp qui a l'avantage dans une finale tour plus pièce mineure n'a pas intérêt à rentrer dans des échanges tant qu'il n'a pas obtenu quelque chose de concret. Alors, comment réaliser techniquement l'avantage dans cette position? Le calcul nous a permis d'éliminer la mauvaise continuation tactique tour prend B2. Maintenant, c'est la pensée schématique qui va nous aider à trouver le bon chemin. J'ai déjà expliqué en quoi consistait cette technique de la pensée schématique dans une autre vidéo, à laquelle je vous renvoie si vous voulez approfondir. Pour commencer, on doit chercher comment rendre nos pièces encore un peu plus actives. Pour la tour, c'est assez simple, puisqu'elle peut venir en B3. De là, elle pourra, dans certains cas, passer par D3 pour venir en D4, voire venir en E3 si jamais le roi quitte la surveillance de cette case. Surtout, en B3, notre tour continuerait à faire pression sur le pion B2 tout en surveillant le pion G3, et éventuellement le pion H3 si le pion G avance. Mais on doit aussi activer le cavalier. Je l'ai dit, il est très fort en C5, mais il ne peut pas bouger pour le moment à cause du pion C7 qui est derrière. Donc, on va devoir protéger ce pion si on veut que le cavalier soit libre de ses mouvements. C'est le roi qui va s'occuper
de la défense du pion en venant en D8 par exemple. Comme ça, quand le pion C7 sera bien protégé, on pourra jouer cavalier D3 quand on le souhaitera. Dans certains cas, ce coup nous permettra de gagner le pion B2. Encore faudra-t-il s'assurer que le cavalier pourra bien ressortir. Il y a une dernière amélioration à apporter. Elle consisterait à fixer les pions de l'aile roi pour que la tour qui va arriver en B3 puisse faire pression durablement sur eux, à commencer par le pion G3. L'idéal serait donc de planter un pion en G4, ce qui aurait l'avantage de restreindre encore un petit peu plus l'activité du fou des blancs. Si le pion reste en G3, cela signifie que le roi blanc va devoir rester en F2 pour le protéger. S'il avance, la case F4 deviendra une magnifique case pour notre cavalier. Est-ce que toutes ces idées nous donnent un gain clair, comme un gain matériel? Non, mais elles conduisent à une amélioration de la position que l'on peut mener sans le moindre risque. Et si on y regarde d'un peu plus près, les pièces blanches ne vont bientôt plus pouvoir jouer. Le plus urgent dans cette position est de fixer les pions blancs de l'aile roi. Sinon, il va y avoir H4, et une fois que les blancs auront joué tour E2 pour bien défendre le pion E4, leur fou gagnera un peu en mobilité en venant en H3. Ce ne serait sans doute pas suffisant, mais pourquoi laisser l'adversaire gigoter si on peut le priver de tout mouvement? Dans la partie, j'ai donc commencé par G5. Les blancs n'ont plus intérêt à jouer H4 maintenant, car G4 fixerait le pion G3, qui serait une cible jusqu'à la fin de la partie. La tour pourrait venir assiéger cette cible, et le roi devrait rester à son contact, ce qui l'empêcherait de venir en E2 pour contrôler la case D3, vers laquelle le cavalier rêve d'aller. À cause du pion planté en G4, le fou G2 a beaucoup perdu en mobilité, et il n'a plus que la case H1 qui est disponible s'il veut continuer à surveiller le pion E4 qui est mis sous pression par le cavalier. Si le fou quitte cette diagonale, le cavalier pourra prendre le pion sur échec, et les blancs n'auront donc pas le temps de se venger sur le pion C7. La tour blanche, elle, a plutôt intérêt à rester en C2 pour pouvoir prendre en C7 justement si jamais le cavalier s'en va. Les blancs sont complètement paralysés, et les noirs gagnent facilement après fou H1, tour B3, fou G2. Les blancs n'ont que des coups d'attente à leur disposition, et le plus sûr ici est de venir protéger le pion C7 avant de jouer cavalier D3. Donc roi E7, fou H1, roi D8, fou G2, et maintenant on peut venir capturer B2 sans le moindre risque par cavalier D3 échec, roi G1 et cavalier prend B2. On ne prend surtout pas avec la tour, sinon après l'échange des tours, notre cavalier se retrouvera enfermé comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc cavalier prend B2, et la position blanche va s'effondrer, puisque maintenant, il y a les pions G3 et A3 qui sont les prochains sur la liste. Dans la partie, après G5, mon adversaire a donc préféré jouer roi E2, et j'ai continué mon expansion à l'aile roi en jouant H5. L'idée, c'est tout d'abord de jouer G4 pour fixer le pion G3, mais ça peut être aussi de jouer H4 dans certains cas. Comme ça, on déviera le pion G3 de la surveillance de cette case, qui pourra être accessible pour le cavalier plus tard. Les blancs ont empêché G4 en jouant fou F3, et comme je ne suis pas pressé, j'ai joué roi G6. Je ne suis pas obligé de jouer H4 tout de suite. Maintenant, si les blancs maintiennent leurs deux pions immobiles en jouant roi F2, alors H4 va gagner le contrôle de la case F4 parce que le pion G va devoir prendre une décision, soit pousser, ce qui va revenir à la partie, soit s'échanger en H4. Si les blancs maintiennent le pion G3 en place, ils s'exposent à de graves problèmes, par exemple après roi G2, puisque là, cavalier D3 est possible étant donné que si la tour quitte la deuxième rangée, il y a tour prend B2 sur échec, et le pion G est perdu. Après roi G1, H prend G3, les noirs sont complètement gagnants, d'autant plus que si les blancs courent après le pion D6 par exemple, il y a cavalier F4, et le mat est tout simplement imparable. La tour va investir la première rangée, et toutes ces cases sont contrôlées par les noirs. Dans la partie, mon adversaire s'est donc résolu à jouer G4, et j'en ai profité pour jouer H4. On a progressé dans notre finale, le fou est définitivement mauvais, et le cavalier a gagné pour plus tard la case F4. Pour plus tard, parce que pour le moment, il faut que le roi revienne protéger le pion C7 pour que ce cavalier puisse accéder à la case D3 en toute sécurité, accompagné bien sûr par la tour qui va venir en B3. Après fou G2,
J'ai commencé par tour B3, un petit coup de vis pour améliorer l'activité de la tour qui fait pression maintenant sur le pion H3. Les blancs sont condamnés à jouer des coups d'attente. Et après tour D2, le roi s'est tranquillement rapproché du pion C7 pour bien le défendre. Après fou F3, roi C8, fou G2, j'ai répété les coups juste assez pour éviter les 3 répétitions de la position, car je manquais de temps, et ce petit stratagème m'a permis de récupérer à chaque fois 30 secondes d'incrément. Répéter les coups, ça respecte un des principes fondamentaux des finales, qui consiste à ne pas se presser. Quand on répète les coups, on montre à la défense qu'elle ne peut rien faire, et c'est donc assez difficile à supporter au niveau psychologique pour l'adversaire. J'ai donc joué roi D8, et après fou F3, je suis revenu en D7. Les blancs ont joué fou G2, et maintenant que le fruit est mûr, je prépare la collaboration de la tour et du cavalier sur une cible qui est toute trouvée, le pion H3. J'ai donc joué tour G3. Le fou est attaqué, mais il ne peut pas s'en aller sans abandonner le pion E4 ou le pion H3, puisqu'il défend les deux. Pour que le fou soit défendu, le roi doit abandonner le contrôle de la case D3. Mon cavalier va pouvoir en profiter immédiatement, et après roi G1, il va se planter en F4. Il menace de capturer le pion H3, d'autant plus que le fou est cloué. Roi H2 est donc forcé. On a vraiment réussi à optimiser la position de toutes nos pièces. Au passage, on l'a fait sur case noire, puisque c'était là que se situaient tous les trous de la position blanche. Les blancs sont complètement impuissants et ils ont dû placer leur roi loin du centre. On a donc réussi à diminuer au maximum l'activité de toutes les pièces blanches. Il est temps maintenant de transformer cette énorme différence d'activité en avantage matériel. Le cavalier a accompli un travail remarquable. Il est temps maintenant de l'échanger pour entrer dans une finale de tour complètement gagnante. Après cavalier prend G2, tour prend G2. En effet, le pion E4 ne peut plus être défendu et il suffit de jouer tour E3. Mon adversaire a abandonné ici, étant donné qu'un coup comme tour F2 serait sans espoir. En effet, après tour prend E4, tour F7 échec, roi C8, tour G7, pour tenter de se venger sur le pion G5 et de se créer un pion passé, il y aurait tout simplement tour E2 échec, roi G1, tour prend B2, et après tour prend G5, tour B3 va gagner encore du matériel et surtout, après la disparition de ce pion, le pion A pourra filer à dame. Voilà, j'espère que cet exemple vous aura aidé à améliorer votre technique en finale et que vous serez capable désormais de reconnaître quand le cavalier est supérieur au fou. Pour résumer, ne vous pressez pas, supprimez tout contre-jeu adverse et améliorez au maximum votre position avant de chercher à convertir votre avantage. Pour accroître cet avantage, évitez en général les échanges tant que vous n'obtenez rien de concret. Dans une prochaine vidéo, je montrerai un cas de figure où c'est le fou qui domine le cavalier. À bientôt!